Je ne suis pas né d'hier. J'ai voyagé, rencontré des gens et fait des choses inusitées. Vous croyez que plus rien ne m'étonne? Détrompez-vous. Le monde regorge d'histoires et de phénomènes plus incroyables les uns que les autres, et de mystères qui me tiennent éveillé la nuit. Certains dont je connais la réponse, et d'autres qui dépassent l'entendement. Comme ces experts légistes allemands qui ont fait une découverte étonnante et controversée en effectuant des tests sur des momies égyptiennes vieilles de 3000 ans. Ou ces milliers d'otaries qui ont quitté San Francisco avant un séisme. Ont-elles senti venir la catastrophe? Et à Rome, où l'on a découvert un mystérieux livre médiéval, pourrait-il révéler le secret de l'humanité? C'est un monde bizarre. Et j'adore ça. On apprend dans nos cours d'histoire qu'en 1492, le grand explorateur Christophe Colomb a quitté l'Espagne pour les Bahamas, puis les Amériques. Tout le monde croit qu'il a été le premier à ramener sur le vieux continent des artefacts et des trésors du Nouveau Monde. Mais est-ce vraiment le cas? Et si les historiens avaient tout faux, et que d'autres avaient fait le trajet des milliers d'années avant lui? C'est du moins ce que laisse entendre le prochain récit. Et la preuve pourrait se trouver dans un type comme lui. En 1992, une équipe de médecine légale allemande fait une découverte extraordinaire. Dans plusieurs momies égyptiennes datant de 3000 ans, ils découvrent des traces d'un stupéfiant qui n'a fait son apparition en Égypte qu'à la fin du 19e siècle. Étrange canular ou étonnante vérité? Les anciens Égyptiens nous fascinent depuis toujours. Une civilisation extraordinaire qui nous a donné les pyramides, le sphinx et le sombre mystère des momies. Mais de nouvelles recherches révèlent des éléments troublants qui jettent un nouvel éclairage sur l'Égypte antique et nous poussent à nous demander ce qui se passait vraiment dans la vallée des rois. C'est un véritable casse-tête pour la communauté scientifique. Les récentes percées en sciences légales nous permettent de creuser plus loin que jamais dans notre passé. Mais que révèlent-elles sur ceux qui vivaient il y a 3000 ans? Les médecins légistes perceront-ils le secret des anciens Égyptiens? En quête d'indices, l'équipe allemande procède à l'analyse chimique des précieuses momies anciennes. Ils font une découverte inattendue. Les échantillons capillaires et biologiques révèlent des traces de cocaïne. Comment ces momies égyptiennes ont-elles pu se retrouver avec des traces de cocaïne des milliers d'années avant que cette substance fasse son apparition au Moyen-Orient? La seule réponse possible, ils connaissaient la feuille de coca. Autrement dit, les pharaons ont été en contact avec les autochtones sud-américains des milliers d'années avant Christophe Colomb. Bizarre ou quoi? Voyons les hypothèses. Le mystère part du cocaïer, l'arbuste dont on extrait la cocaïne. Plante indigène de l'Amérique du Sud, elle n'est pas présente en Afrique. Alors, comment la cocaïne sud-américaine a-t-elle pu se retrouver dans les momies égyptiennes? Bernard Ortiz de Montellano est anthropologue médical.
Comme de nombreux autres chercheurs, il remet en cause cette découverte. J'étais très sceptique. Je savais que je devrais consulter les documents originaux et procéder moi-même à quelques recherches. L'anthropologue Charlene Klingman est elle aussi perplexe. L'idée que d'anciennes momies égyptiennes recèlent des traces de cocaïne est très étonnante. Peut-être trouverons-nous la clé du mystère en comparant les cultures égyptiennes et sud-américaines. Ont-elles des points en commun? Les deux construisaient des pyramides et momifiaient leurs morts. Les Égyptiens utilisaient du sel et de la résine, et les autochtones du Pérou laissaient sécher leurs momies naturellement. Les Péruviens consommaient-ils de la cocaïne il y a 3000 ans? Larry Cartmel, un pathologiste médico-légal, a testé plusieurs momies du Pérou. Les premiers tests ont tous été négatifs, mais le 5e échantillon sur 8 s'est révélé positif. J'ignorais que la cocaïne se conservait 1000 ans. La plus vieille momie contenant des traces de cocaïne a 3000 ans. La cocaïne est un excellent anesthésiant et analgésique. Alors elle servait possiblement à des fins médicinales. On a ensuite découvert que près de la moitié de la population consommait des feuilles de coca. Alors elles étaient sans doute beaucoup plus répandues que les anthropologues le croyaient jusqu'à ce jour. Les traces de cocaïne dans les momies péruviennes et égyptiennes soulèvent une question intrigante. Ces cultures ont-elles été en contact? Les Égyptiens ont-ils pu se rendre en Amérique du Sud? Si quelqu'un arrive à prouver hors de tout doute qu'ils ont traversé l'Atlantique et sont revenus, il s'agira d'un véritable casse-tête pour la communauté scientifique. Les Égyptiens auraient-ils fait la grande traversée avant Christophe Colomb? Voilà le problème. Pour les Égyptiens, cela représente un aller-retour d'environ 50 000 kilomètres pour s'approvisionner en cocaïne. Ils auraient survécu à la traversée de l'Atlantique avant de contourner la pointe sud des Amériques, c'est-à-dire le Cap Horn, reconnu pour ses eaux dangereuses et ses vents si violents qu'encore aujourd'hui, les navires peinent à y naviguer. Ils se seraient ensuite rendus au Pérou. Pour leur époque, les Égyptiens étaient sans doute la civilisation la plus perfectionnée. Mais disposaient-ils de la technologie maritime nécessaire pour effectuer un voyage aussi épique? Les anciens Égyptiens construisaient leurs bateaux en papyrus, une plante similaire au roseau. C'étaient des bateaux de petite taille et très rudimentaires. Il est donc peu probable que ces bateaux aient pu résister à un tel périple. C'est inconcevable. Ce serait une prouesse extraordinaire. Les Égyptiens ont un riche héritage. Ils ont répertorié toutes leurs conquêtes et leurs aventures, mais rien du tout sur cette traversée. Il y a des traces de technologie maritime, mais rien ne prouve qu'ils aient réellement fait ce voyage. La théorie de la traversée transatlantique pose un autre problème. Si les Égyptiens sont allés en Amérique, pourquoi n'en reste-t-il aucune trace? Aucun artefact d'Amérique du Sud n'a jamais été retrouvé en Égypte antique. Je suis portée à croire que s'ils avaient été en contact avec les Péruviens, ils auraient ramené du maïs ou d'autres produits indigènes. Mais rien de tel ne figure dans la documentation archéologique. Il n'y a aucune preuve dans le Nouveau Monde, pas plus que dans l'Ancien Monde. Rien ne permet de croire que les Égyptiens seraient allés chercher de la cocaïne dans le Nouveau Monde à bord d'un bateau en roseau. Rien n'indique que les anciens Égyptiens aient effectivement traversé l'Atlantique et établi un contact avec les autochtones du Nouveau Monde. Il aurait fallu faire 300 voyages par année pour qu'une aussi grande partie de la population égyptienne présente autant de traces de cocaïne. Ce qui soulève beaucoup d'hypothèses. Le mystère s'épaissit. Si la cocaïne n'a pas pu traverser l'océan, alors comment s'est-elle retrouvée dans les momies égyptiennes? Elle pourrait avoir été contaminée en laboratoire ou pendant leur transport.
Toutes les momies exposées dans les musées aujourd'hui ont beaucoup voyagé. Elles auraient pu être contaminées à une foule d'occasions. Si elles ont été entreposées dans une caisse ayant servi à transporter autre chose à un moment ou à un autre, elles ont pu être exposées à des contaminants. On sait maintenant que les Égyptiens ne sont pas allés en Amérique du Sud. Ah, ça nous a permis de rêver un moment. Christophe Colomb n'a plus à craindre pour sa réputation. Mais on ne sait toujours pas comment la cocaïne s'est retrouvée dans les momies égyptiennes. Le 19e siècle a été l'âge d'or de l'exploration archéologique. La découverte de civilisations anciennes a littéralement capté l'imagination du public. L'Égypte antique a fasciné les foules. On pourrait la comparer aux films à succès d'aujourd'hui. Les gens s'y sont intéressés et l'ont étudié. Chacun voulait sa part de l'Égypte antique, tellement que des gens en collectionnaient les vestiges. Pour l'élite européenne, posséder une momie égyptienne était le symbole ultime de la réussite. Beaucoup d'objets de collection de l'Égypte antique ont séjourné dans plusieurs maisons, comme des sarcophages, des momies et autres objets funéraires qui proviennent de collections privées. À cette époque, la bourgeoisie, les nobles et les rois collectionnaient des objets de toutes sortes. Des animaux exotiques, des coquillages, des minéraux et une foule d'autres choses, parmi lesquelles des momies égyptiennes. Ils avaient leur petit musée où ils amenaient leurs invités lors des occasions spéciales pour montrer leur collection. Les techniques archéologiques étaient alors très rudimentaires, permettant à des débris modernes de s'introduire dans les corps momifiés. Vers la fin des années 1800, la cocaïne fait son apparition en Europe et est couramment utilisée comme remède. Les momies auraient-elles pu être contaminées à cette époque? C'est une hypothèse plausible. Plausible, mais improbable. Les traces de cocaïne découvertes par l'équipe de médecine légale se sont introduites dans les tissus et les cheveux par ingestion ou inhalation. Elles ont donc été introduites dans les corps pendant qu'ils étaient toujours en vie. Un bref contact n'aurait pu produire ce résultat. D'autant plus que l'équipe a soigneusement lavé les échantillons pour éliminer les contaminants. Le mystère demeure entier. Comment la drogue s'est-elle retrouvée dans ces corps anciens? Et si ces momies ne provenaient pas de l'Égypte antique? À l'époque où les momies égyptiennes étaient vendues comme de simples marchandises, certains escrocs ont saisi l'occasion pour en fabriquer des fausses et les revendre pour s'enrichir. De fausses momies ont donc été fabriquées et vendues à des étrangers à la recherche d'objets prestigieux. Ils ne se doutent peut-être même pas qu'ils se sont fait escroquer. Les momies étaient très prisées et l'Égypte ne fournissait pas à la demande. Alors des gens fabriquaient de fausses momies en se procurant des cadavres qu'ils enveloppaient dans un linge. De fausses momies ont donc été fabriquées au cours du 19e siècle et vendues comme d'authentiques momies. Certains croient que les momies contaminées seraient en fait de fausses momies du 19e siècle. Mais les momies examinées par les chercheurs n'ont rien de faux. Elles ont été authentifiées par le musée où elles sont conservées. Il semble qu'on ne soit pas près de découvrir la vérité à propos des momies cocaïnomanes. Les chercheurs n'ont laissé personne d'autre tester leurs échantillons et aucune trace de cocaïne n'a été décelée dans d'autres momies égyptiennes. Tout compte fait, la communauté scientifique a encore bien des questions à résoudre. Plusieurs questions restent sans réponse, mais c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Bizarre ou quoi? Tout le monde sait que l'être humain est pourvu de 5 sens. Le toucher, le goût, l'odorat
l'ouïe et la vue. Mais qu'en est-il des animaux? Il semble que de nombreux animaux perçoivent des choses qui nous échappent. Les chauves-souris détectent les objets à l'aide d'un sonar et des animaux marins ressentent des impulsions électriques. Mais d'autres auraient une faculté encore plus étonnante. Tais-toi! La faculté de pressentir les catastrophes. San Francisco, décembre 2009. Un événement mystérieux ébranle la ville. Les milliers d'otaries qui vivent sur les quais disparaissent du jour au lendemain. Quelques jours plus tard, un séisme frappe la région. Les otaries ont-elles senti le danger? Bizarre ou quoi? San Francisco est une destination touristique des plus populaires en Amérique. Les otaries qui vivent près du quai 39 en sont une des principales attractions. Elles y ont élu domicile il y a près de 20 ans. Mais en décembre 2009, un événement inattendu survient. Soudainement, les otaries disparaissent. Elles se volatilisent pendant la nuit. Pourquoi? Aucune idée. C'est comme si les corbeaux quittaient la tour de Londres. Les pontons étaient couverts d'otaries. On s'attendait à les trouver là, mais il ne reste que les pontons. On ignore complètement pourquoi elles sont parties. Jim Oswald dirige le Marine Mammal Center situé dans la baie. Il a été témoin de la disparition. En novembre, leur population est passée de 927 individus à 20, ce qui était très étonnant, particulièrement pour les touristes qui s'attendaient à voir des otaries par centaines. C'est plutôt inusité. Y a-t-il une explication obscure derrière ce mystère? Le 9 janvier 2010, peu de temps après le départ des otaries, un séisme d'une magnitude de 6,5, dont l'épicentre se trouve près de Eureka, ébranle la côte nord de la Californie. Le séisme cause des pannes d'électricité majeures et des millions de dollars de dégâts. Le US Geological Survey assure la surveillance de l'activité sismique, mais est incapable de prévoir le séisme. Les otaries l'auraient-elles senti avant de partir? C'est une théorie intéressante. Voyons ce qu'en pense Jim Birkeland, géologue et ancien conseiller de la garde côtière américaine. Il étudie depuis plus de 20 ans la capacité des animaux à sentir les catastrophes. Les animaux peuvent sentir les séismes. À mon avis, c'est pour cette raison qu'ils ont quitté la baie. Ça n'a rien à voir avec l'absence de touristes pour les nourrir ou les applaudir. Jim a trouvé un moyen original de tester sa théorie. Je me suis intéressé à la disparition des animaux de compagnie. En 1979, 4 séismes frappent la Californie. Jim se met alors à consulter les petites annonces d'animaux perdus. Il tente de voir si le nombre d'animaux disparus a augmenté avant les secousses. Un nombre record d'animaux ont disparu juste avant les secousses. Il n'y avait jamais eu plus de 15 chats disparus, mais cette fois, il y en avait 27, sans compter les 58 chiens disparus. Les animaux ont forcément été alertés par quelque chose. Étonnamment, ce type de comportement animal a été observé partout dans le monde. En mai 2008, à Taizhou, en Chine, des milliers de grenouilles sont aperçues traversant un pont. Quelques jours plus tard, un séisme fait plus de 60 000 victimes. Les animaux auraient-ils un sixième sens? Des changements importants surviennent dans les champs magnétiques à l'approche de séismes. Les scientifiques croient que la pression exercée le long des lignes de faille produit des signaux électromagnétiques des heures avant qu'un séisme frappe. On sait que les champs électromagnétiques sont touchés par les éruptions solaires et par la pression sur la croûte terrestre. Les animaux naviguent en se fiant aux champs magnétiques depuis toujours.
Mais tout le monde n'est pas convaincu que le départ des otaries est dû à l'imminence du séisme. Kim Ramsurian est biologiste de la vie marine au Marine Mammal Institute de l'Université de l'Oregon. Je suis certaine qu'ils sentent des choses que nous ignorons, mais de nombreux séismes sont survenus dans les 20 dernières années et les otaries n'ont jamais quitté San Francisco. Je doute qu'elles soient parties en raison du séisme. Si elles n'ont pas quitté San Francisco à cause du séisme, pourquoi les otaries sont-elles parties si soudainement? Et si on leur demandait? Le mystère entourant le départ des otaries persiste. Mais on sait toutefois où elles sont allées, grâce à une découverte en Oregon. Dan Harkins dirige les Sea Lion Caves à Florence, en Oregon, à 800 km au nord de San Francisco. Une semaine après l'exode de San Francisco, Dan remarque que le nombre d'otaries a augmenté en flèche. Pourrait-il s'agir des otaries du quai 39? Les otaries de Steller sont les plus grandes de la famille des otaries. Habituellement, on retrouve en hiver environ 500 otaries de Steller dans la grotte. Mais juste avant l'action de grâce, un rassemblement d'otaries a été signalé à environ un demi-kilomètre au nord d'ici. Jamais je n'avais vu autant d'otaries dans la région. En allant voir de plus près, on a constaté que la plage était entièrement recouverte d'otaries. Il y en avait près de 3000 de plus que d'habitude. Les gens les photographiaient et venaient nous montrer leurs photos tellement c'était inusité. Il semble que ces otaries, toujours plus nombreuses, soient bel et bien celles qui ont quitté le quai 39. Mais si ce n'est pas le séisme, alors qu'est-ce qui a bien pu les amener à parcourir 800 km vers le nord? La biologiste de la vie marine, Kim Ramsurian, a une théorie étonnante. Elle croit que la réponse se trouve dans les changements océaniques dus au phénomène El Niño. Les otaries se déplacent principalement en quête de nourriture. Le courant d'El Niño est très puissant et drague les proies vers le nord. Les otaries et les oiseaux piscivores suivent le courant. El Niño est un courant sous-marin périodique qui réchauffe l'eau sous la surface de l'océan Pacifique de plusieurs degrés et peut dérégler le climat partout dans le monde. El Niño serait-il aussi responsable du départ des otaries? Peut-être. Kim croit que la puissance d'El Niño en 2010 a poussé les sardines et les harengs vers le nord, en quête d'eau plus fraîche et plus riche en nourriture, avec les otaries à leur trousse. Comme les otaries ne peuvent prendre de repas à emporter, seraient-elles simplement sorties dîner? Il y a beaucoup de poissons appâts au large des côtes de l'Oregon cette année. On voit beaucoup de jeunes sardines et un nombre record de goélands et de pélicans bruns qui restent pendant l'hiver alors qu'ils migrent habituellement vers le sud. La nourriture est très abondante et les otaries en profitent. À mon avis, elles ont quitté le quai 39 faute de nourriture. Elles sont parties en quête de nourriture. Quelle est la clé du mystère entourant les départs soudains des otaries de San Francisco? Ont-elles senti l'arrivée du tremblement de terre? Étaient-elles en quête de nourriture? Ou d'autre chose? Les scientifiques l'ignorent. Mais il y a une bonne nouvelle. En février 2010, 3 mois après leur disparition, les otaries étaient de retour à la maison, au quai 39. Le mystère reste entier, mais les habitants de San Francisco peuvent dormir en paix. Bizarre ou quoi? Comment réagiriez-vous si je vous disais qu'un livre contient les secrets mystérieux de l'alchimie et de la magie? Un livre qui pourrait littéralement contenir la clé du mystère de l'univers, remettant en question les fondements de toute notre civilisation. Vous seriez sceptique, mais je parie
que vous voudriez y jeter un œil. À travers l'histoire, des ouvrages et des écrits mystérieux ont semé la panique et la controverse. Certains croient que Nostradamus avait prédit dans ses prophéties la montée d'Hitler, les attaques du 11 septembre et la fin du monde. Un autre ouvrage mystérieux pourrait bien contenir d'autres prédictions cataclysmiques. Reste encore à déchiffrer ces sombres secrets. Historiens, linguistes et cryptologues tentent d'en décoder le sens. Que découvriront-ils? Des spécialistes de partout dans le monde sont obsédés par le manuscrit MS 408 de la collection de livres anciens de l'université Yale où il est conservé. Ma première impression a été extraordinairement étrange, mais aussi drôlement familière. D'abord, on a l'impression de l'avoir déjà vu auparavant, mais plus on l'observe, plus on se rend compte que ce manuscrit n'a rien de comparable aux autres. C'est seulement à force de l'étudier qu'on comprend son caractère tout à fait unique. Ce mystérieux livre est mieux connu sous le nom de manuscrit de Voynich. Il a été découvert en 1912 par le négociant de livres rares Wilfrid Voynich dans une bibliothèque jésuite près de Rome. Le nom de son auteur est encore inconnu. Près d'un siècle plus tard, des historiens comme le professeur Nicholas Terpstra tentent toujours de percer le mystère du manuscrit. Des plantes inconnues. Peut-être les plans du Jardin d'Éden. D'étranges symboles astrologiques. Peut-être est-ce une carte d'une autre strate de l'univers? Et, plus mystérieux encore, des pages entières de textes qui n'ont toujours pas été déchiffrés près de 100 ans plus tard. On se rend compte en essayant de lire que c'est absolument impossible à déchiffrer. Peut-être est-ce là la réponse à toutes nos questions. Un manuscrit susceptible de changer le monde, mais personne n'arrive à le lire. Comme si ce n'était pas assez, on n'a absolument aucun indice sur l'identité de l'auteur. Que sait-on réellement sur le manuscrit de Voynich? En 2009, des chercheurs de l'Université de l'Arizona ont daté l'ouvrage au radiocarbone et découvert qu'il pourrait avoir été écrit dans la première moitié du XVe siècle, ce qui ouvre tout un monde de possibilités. Vous n'en croiriez pas vos yeux. Quel mystérieux secret peut bien contenir le manuscrit de Voynich? Des prédictions comme celles de Nostradamus sur la fin du monde? Les chercheurs doivent d'abord découvrir quand il a été écrit. En 2009, ils obtiennent un indice important. Des chercheurs de l'Université de l'Arizona datent le parchemin au radiocarbone et découvrent qu'il pourrait avoir été produit dans la première moitié du XVe siècle. Cet élément clé permettra-t-il de révéler les mystères du manuscrit de Voynich? À cette époque, l'Europe médiévale émerge d'une sombre période et entre dans une nouvelle ère d'innovation et de découverte. Le début du XVe siècle est marqué par une évolution extraordinaire de la créativité et de la curiosité des gens qui s'intéressent à toutes sortes de choses. C'est une période d'instabilité politique, mais d'expansion économique. Les commerçants voyagent partout dans le monde. Les gens veulent acquérir de nouvelles connaissances. Ils s'intéressent plus particulièrement au savoir grec et romain qu'ils tentent de transposer dans la société moderne. Tout le monde croit alors que la clé du futur est dans notre passé. Cette vague d'innovation alimente l'intérêt dans des domaines plus controversés, comme l'alchimie et autres sciences occultes, et donne lieu à des ouvrages contenant ce que bon nombre croient être d'anciennes formules scientifiques ou alchimiques. Parmi les plus célèbres, le livre de Giambattista della Porta, intitulé Magia Naturalis. Les livres des secrets étaient courants à cette époque. L'idée était que les seules vérités fondamentales ne sont pas immédiatement apparentes, et donc que les véritables connaissances reposent sur ce savoir secret.
La seule façon d'y accéder était généralement par une révélation quelconque. Il y a toute une tradition remontant aux livres grecs anciens contenant les secrets de l'univers et expliquant les forces secrètes de l'univers et la façon de vérifier tout ça. On croyait alors que ces livres étaient des guides techniques permettant de contrôler les forces de l'univers. Pendant longtemps, ces idées relevaient de l'hérésie. Pour éviter la persécution, beaucoup d'auteurs dissimulent l'information sensible dans leurs écrits. Ils dissimulaient les renseignements pour des motifs politiques. L'une des techniques les plus courantes consistait à les rédiger dans une langue que peu de gens savaient lire. On redécouvre à cette époque toutes sortes de langues. On est au début du XVe siècle. Les gens redécouvrent les hiéroglyphes égyptiens et croient que ces hiéroglyphes cachent le secret du véritable savoir égyptien. Ils essaient de savoir à quoi pouvait bien ressembler la langue des Étrusques, l'ancienne étrusque. C'est une époque où les gens inventent de nouvelles langues. 100 ans plus tard, quelqu'un aurait même inventé une langue à partir de la langue supposément parlée par les anges, dont il est question dans la Bible. On s'intéresse plus particulièrement aux connaissances des anciens Grecs et des anciens Romains, afin de le transposer dans la société moderne. Tout le monde croit alors que la clé du futur est dans notre passé. On cherche le savoir ancien partout. Plus il est ancien, mieux c'est. Vous avez déjà entendu parler de l'Iyok? Iyok. Non. Iyok. Jamais? C'est ce que je croyais. L'Iyok était la langue parlée par les autochtones alaskiens. J'ai bien dit « était ». En 2008, la dernière personne capable de parler l'Iyok est morte. Les langues sont éphémères. En fait, sur les 7000 langues parlées autour du globe, 500 sont en voie d'extinction. Le manuscrit de Voynich pourrait-il être le témoin d'une langue ancienne éteinte? Le manuscrit de Voynich serait-il un vestige d'une ancienne langue redécouverte par un érudit du XVe siècle? Stephen Chrysomalis est un expert linguiste. Au fil de l'histoire, des dizaines, sinon des centaines de langues ont été parlées, dont la plupart sont aujourd'hui éteintes depuis longtemps. Le manuscrit de Voynich est fascinant, car il ressemble à un ouvrage susceptible d'être déchiffré. De nombreuses lettres sont similaires à celles de l'alphabet romain, mais c'est loin d'être si simple. Les linguistes ont baptisé la langue du manuscrit de Voynich le Voynich. S'il s'agit bien d'une langue, les caractères qui la composent la rendent pratiquement indéchiffrable. Bien que certains caractères semblent familiers, les experts ne comprennent toujours pas ce qu'ils signifient et quel est le lien entre eux. Dans la plupart des langues, les mots les plus courants sont les mots les plus courts. Si je prenais un livre au hasard dans une bibliothèque, je peux affirmer avec certitude que les mots qui reviennent le plus fréquemment seront des mots très courts, comme le, un, de, ce, et ainsi de suite. Dans le manuscrit de Voynich, les mots les plus fréquents ne sont pas les plus courts, ce qui ajoute au mystère. C'est une des raisons pour lesquelles certains érudits croient qu'il ne s'agit pas d'une langue, à cause de l'absence de tous ces petits mots que contiennent les autres langues partout dans le monde. Ce n'est pas seulement vrai pour le français, c'est le propre de toutes les langues humaines. Le manuscrit de Voynich semble avoir été rédigé dans une langue techniquement complexe, mais étonnamment, une langue qui ne ressemble à aucune autre connue. Certains historiens croient que c'était intentionnel et que l'auteur inconnu du manuscrit de Voynich ne voulait pas que ses secrets soient révélés. Le savoir secret contenu dans le manuscrit de Voynich pourrait-il avoir été encodé? Peut-être s'agit-il en fait d'un texte crypté. Vous savez ce qu'est le cryptage? C'est la technique qui permet de crypter un message.
de dissimuler l'information sensible. Vous avez déjà fait un cryptogramme? C'est la même chose. Un jeu de substitution des lettres. Bon, ce n'est pas mon truc. La technique de cryptage la plus simple consiste à remplacer une lettre de l'alphabet par une autre lettre. Donc, A devient D, et ainsi de suite. Bien que le message crypté puisse paraître inintelligible, en l'étudiant attentivement, il est possible de découvrir le modèle. Si on crypte un texte en français, par exemple, sachant que la lettre E est la plus courante en français, et qu'en étudiant attentivement le texte, on remarque que la lettre L est la plus couramment utilisée, alors on pourra s'attendre à ce que le L remplace le E. Le problème, comme le soulignent certains des plus grands cryptologues, c'est de trouver le modèle utilisé pour le manuscrit de Voynich. À l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, l'art du cryptage a été perfectionné par les Allemands avec la machine Enigma. Pour déchiffrer les messages cryptés par Enigma, les cryptologues alliés doivent repousser les limites de cette technologie. Les gouvernements ont rassemblé des centaines, sinon des milliers de savants pour tenter de déchiffrer ces messages cryptés et comprendre les méthodes de codage. Ils ont essayé des milliers de combinaisons différentes pour enfin réaliser qu'ils n'y arriveraient pas à la main et qu'ils devraient inventer des machines capables de déchiffrer les codes. Sont alors apparues les machines mécaniques, puis les machines électroniques. C'est à l'aide de Colossus, le tout premier ordinateur programmable du monde, que les Alliés ont découvert le système de cryptage le plus complexe jusque-là. Puis, ils se sont attaqués au manuscrit de Voynich. Nombre de cryptologues du Royaume-Uni, des États-Unis et d'ailleurs, qui avaient réussi à déchiffrer des messages extrêmement complexes du XXe siècle, ont essayé de décoder ce message du XVe siècle, mais sans succès. Même pour les plus grands savants, le manuscrit de Voynich est impénétrable. Si c'est un code, impossible de le décoder. Et si c'est une langue, impossible de la comprendre. Son contenu est un mystère absolu. Gordon Rugg est un expert du Voynich. Il croit connaître la réponse. Selon lui, le mystère ne tient pas à ce qu'on voit dans le manuscrit, mais plutôt à ce qu'on ne voit pas. Même les calligraphes les plus perfectionnistes font des erreurs. Ils doivent effacer ces erreurs, gratter le parchemin et les corriger. Il n'y a aucune trace d'erreur dans le manuscrit de Voynich, ce qui indique que le contenu importait peu et que l'auteur écrivait du charabia en toute confiance. La perfection du manuscrit de Voynich pourrait donc révéler une supercherie? Gordon Rugg croit avoir une réponse. L'explication la plus simple est qu'il s'agit d'un canular. Un canular magnifique, extraordinaire. Un canular qui dure depuis 500 ans. Un canular? Quoi? Les secrets de l'univers ne sont donc pas dans ce livre? Cette théorie soulève une question évidente. Pourquoi avoir fait ça? Cela a dû prendre des années. L'auteur n'avait rien de mieux à faire? Qui a bien pu faire ça? Réfléchissons. Qu'est-ce qui pousse les gens à agir? Principalement ça. Le manuscrit serait donc un faux écrit pour de l'argent? Le manuscrit de Voynich serait donc le crime parfait d'un faussaire médiéval? Pour le savoir, il faudrait que les experts puissent retourner au XVe siècle. Les travaux comme ceux de Nostradamus étaient très recherchés quand ils ont d'abord été publiés. Les classes instruites vénéraient les livres réputés pour contenir les secrets de l'univers. Il y avait un important marché pour ce genre d'ouvrages, précisément parce qu'ils sont étranges, rares et mystérieux. Pour un banquier de la Renaissance, posséder un manuscrit était comparable à posséder un Van Gogh pour un banquier de Wall Street de nos jours. Ça va au-delà de la fortune. C'est une question de culture et d'intelligence, une marque de statut et de consommation ostentatoire. Même s'il l'a fait pour l'argent, comment l'auteur a-t-il pu rédiger le manuscrit avec la rigueur technique d'une véritable langue? La plupart des gens estiment que produire un ouvrage de l'ampleur du manuscrit de Voynich, même si c'est du charabia,
prend des décennies. Si l'auteur avait improvisé, il aurait eu une tâche colossale. Il se serait rapidement répété et on pourrait aisément le détecter. Des cas d'écriture automatique ont déjà été observés, mais leurs caractéristiques ne correspondent pas à celles du manuscrit de Voynich. Il est également possible de combiner aléatoirement les caractères, mais les combinaisons ici ne sont pas fortuites. Toutes les techniques connues pour créer une langue de toutes pièces donnent des résultats très différents de ce que l'on observe dans le manuscrit de Voynich. Mais le professeur Rugg a une théorie là-dessus. Créer le manuscrit pourrait avoir été un jeu d'enfant. Aujourd'hui, il mettra sa théorie à l'épreuve. On verra aujourd'hui qu'on peut produire une importante quantité de textes semblables à celui que l'on trouve dans le manuscrit de Voynich. On verra également que cette méthode permet de produire du texte très rapidement. Qu'il soit réaliste ou non d'y recourir pour produire un faux manuscrit uniquement pour le profit. Gordon tente de démontrer par cette expérience comment un auteur a pu créer un manuscrit inintelligible, facilement et rapidement. Gordon a fait appel à 3 calligraphes de renommée mondiale. Penchés sur une grille contenant 600 cases vierges, les calligraphes copient au hasard des syllabes tirées du manuscrit de Voynich, en laissant les cases vides, ça et là. 3 carrés sont découpés de façon aléatoire dans un carton pour créer un pochoir. Le pochoir est ensuite appliqué n'importe où sur la grille, une technique simple révélant un mot. Enfin, le mot est copié sur une page du manuscrit. Le pochoir est glissé sur la droite afin de répéter l'opération. Grâce à cette méthode, le manuscrit de Voynich aurait pu être produit en quelques semaines. Ces gens ont créé un texte semblable à celui du manuscrit et l'ont fait très rapidement. À ce rythme, le manuscrit aurait pu être produit en quelques semaines seulement. La démonstration montre qu'avec cette méthode, tout est possible. L'expérience indique que l'auteur aurait pu rédiger le manuscrit très rapidement, en quête de profit. Mais, jusqu'à ce qu'on découvre la vérité, le mystère reste entier. Si cet ouvrage remarquable contient effectivement de mystérieux secrets, reste encore à trouver le moyen de le déchiffrer. Bizarre ou quoi? Je peux lire ça. You saw Tekema as etc. Go to now recovery. C'est si près de ce qu'on connaît, mais si loin de ce qu'on arrive à déchiffrer. Ça dépasse tout simplement nos compétences. Et il faut trouver un moyen, car c'est vraiment très intriguant. Voilà 3 histoires, plus mystérieuses les unes que les autres. Et autant, sinon plus de théories pour les expliquer. Comment des traces de cocaïne se sont-elles retrouvées dans des momies vieilles de 3000 ans? Un canular du 19e siècle? Ou faudra-t-il réécrire l'histoire? Les anciens Égyptiens sont-ils allés en Amérique du Sud? Les otaries ont-elles soudainement quitté San Francisco par milliers en quête de nourriture? Ou ont-elles senti la venue d'un séisme? Et le manuscrit de Voynich n'est-il qu'un vulgaire canular? A-t-il été écrit dans une langue oubliée? Ou contient-il de mystérieux secrets occultes? À vous de décider. À la prochaine, pour 3 nouvelles histoires plus étranges, les unes que les autres.